Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui nous allons parler de la FAQ du 7 janvier qui est donc sortie il y a quelques jours et on va essayer de débriefer ça ensemble pour éclairer vos lanternes. Je suis en compagnie de Walkern, qui va apporter son expertise sur le sujet. On commence tout de suite avec le livre de base et une chose très importante qui nous a été notifiée, les unités en renfort et la portée d'engagement sur les frappes en profondeur et les réserves stratégiques et autres choses de ce genre. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Volkern? mais en fait, il a été spécifié, ce qui n'était pas le cas avant dans le livre de règles, que l'arrivée en renfort, donc en radar stratégique ou en frappe en profondeur, téléportarium, tout ce que vous voulez, se fait bien, la mesure des 9 pas se fait bien de socle à socle. Donc ce qui veut dire que si on a des unités qui sont sur un bâtiment, eh bien on mesure bien en diagonale, ce qui fait que à l'horizontale, on va avoir forcément une distance inférieure. On a un exemple qui nous est donné dans la FAQ, qui est une unité qui est sur un bâtiment qui fait 5 pouces de haut, les hauteurs standards maintenant chez Games, et une unité de Terminator qui arrive en frappe en profondeur. Donc elle arrive bien en diagonale à 9 pas de l'unité, mais on voit que du coup, la distance qui leur permettrait d'arriver à portée de charge est donc moindre, vu que la zone d'engagement est bien de 1 pas autour de la figurine et de 5 pas verticales. Donc ce qu'on va avoir, c'est que au lieu d'avoir une charge à 9, on va avoir une charge à 7 à faire. Et non pas à 8 comme c'est mis dans la FAQ, parce que je pense que c'est une erreur. Mais quand on fait un simple Pythagore ou même juste une mesure, on voit bien que c'est en dessous de 8. En fait, ça va être hyper important pour les arrivées en frappe en profondeur, parce que si on sait que l'adversaire va mettre si on voit que l'adversaire met des figurines dans des décors entre 0 et 5 pouces, on sait qu'on va avoir une charge légèrement plus basse, ce qui fait que ça va pouvoir nous fiabiliser les charges. Une charge à 9, c'est beaucoup plus chiant à réaliser qu'une charge à 7. C'est beaucoup plus difficile à réaliser qu'une charge à 7, c'est vrai. Alors on se retrouve un petit peu dans le cas de la V8 et aussi de la V7 d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait des mesures qui n'étaient pas tout à fait claires. C'est-à-dire qu'en gros, quand une figurine était dans un bâtiment, en fait, on pouvait faire une charge avec un mouvement qui était beaucoup plus court que si la figurine était au rez-de-chaussée. Maintenant, bon, la parade, on la connaît, hein, il suffit de mettre une figurine au rez-de-chaussée et puis ça règle le problème. Ce qui est intéressant, enfin ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on va se retrouver dans les mêmes mécanismes, c'est-à-dire des charges qui sont en fait en dessous de 9. Pour résumer, avant, nous, on considérait qu'il y avait une espèce de cylindre qui descendait des figurines qui étaient en hauteur et ça donnait la distance de charge. En gros, on calcule les 9 pas du rez-de-chaussée. Bon, maintenant, il est bien spécifié qu'on calcule dans la diagonale. Bon, d'accord. Donc, on se retrouve dans les mêmes problématiques que la V8 et la V7 à ce niveau-là. Mais, avec la nouvelle standardisation des étages, normalement, ils veulent régler le problème. On se retrouve à nouveau avec cette idée que les figurines arrivent en frappe en profondeur, en définitive, à moins de 9 pas des figurines, et de manière effective, à cause de cette histoire de cylindre en hauteur. Et donc, la parade à ça, c'est de laisser des figurines au rez-de-chaussée. C'est ça. On passe maintenant au point sur les déploiements de figurines de grande taille. C'est un point qui semble pas très important et pourtant, on s'est rendu compte sur des petits formats, genre 500 points, avec des tables qui font 30 par 44, que par exemple, les Eldrek ne pouvaient pas se positionner dans la zone de déploiement. Parce que les ailes dépassaient. Alors, il y avait une règle qui disait que si on le posait au premier tour, en fait, il ne faisait rien du premier tour. C'était une jolie petite cible pour se faire défoncer au premier tour. Ça faisait aïe. Ouais, et donc, ça voulait dire que ni les volants avec des grandes ailes, ni les Eldrek, enfin tout ça, on ne les mettait. Il a été spécifié là, dans cette FAQ, que, en définitive, si les ailes dépassent, eh ben, en fait, c'est comme si elles n'existaient pas. On doit bien mettre le socle dans la zone de déploiement. Mais le dépassement des ailes n'était pas grave, n'était pas important. Sachant que c'est toujours vrai, si jamais le socle lui dépasse, on applique toujours l'ancienne règle. Et là, effectivement, avec les ailes, c'est vrai que c'était un peu gênant pour certaines figurines qui n'étaient pas forcément... qui rentraient, quoi. Mais juste avec les grandes ailes... Oui, voilà. Oui, tout à fait. Bon, là, c'est spécifié. Voilà.
Un autre point qui est spécifié, ce sont les actions psychiques. Il est bien marqué là que les actions psychiques sont la même chose que l'ancien sort en gros. Oui, Et que donc ça peut être contré de la même manière C'est ça. et que toutes les règles s'appliquent normalement à C'est ça. ça. Bon, nous c'était déjà comme ça qu'on faisait, mais ça a le... Le mérite d'être précisé. Merci. Alors, la précision sur les hors-phases. C'est une précision qui, là encore, ne change pas grand-chose à notre manière de jouer, parce que grâce à la FEC, la Fédération de 40K, on avait déjà eu les précisions. Pour être clair, on peut embarquer dans un véhicule en hors-phase, c'est-à-dire si on n'est pas dans une phase de mouvement suite à un mouvement grâce au psy ou un mouvement après tir comme les Eldar qui peuvent bouger avec un stratagème après avoir tiré. Et aussi tout ce qui est bonus de relance type cadien, c'est-à-dire relance les 1 s'ils n'ont pas bougé, ainsi de suite. Quand on est hors phase de tir, suite à un tir de contre-charge ou quoi que ce soit, ben en fait ça veut dire que ça fonctionne, tout simplement. C'est-à-dire que le plus 1 fonctionne sur une phase de charge. C'est-à-dire que tu es considéré comme n'ayant pas bougé, même si tu as rebougé, si tu as bougé une phase de psy. Par exemple, c'est-à-dire que ça clarifie les choses qui sont hors phase. C'est-à-dire que quand il y a marqué comme à la phase de tir, eh ben, tous les bonus s'appliquent comme à la phase de tir, les malus aussi d'ailleurs. Okay. Sauf évidemment en tir en état d'alerte, où là les malus de plus 1, de moins 1 n'existent pas, c'est toujours sur du 6. En revanche, les relances de 1 à la touche, par exemple, fonctionnent. D'accord. Ensuite, on va parler justement des embarquements et des stratagèmes. Toute figurine, et là c'est bien clair, au moins, parce qu'on a eu le problème notamment avec les arlequins. Toute figurine qui est embarquée dans un transport ne bénéficie pas de stratagème. On ne peut pas lui mettre de stratagème, c'est impossible. Et ça va nous emmener sur une suite dans la fac qui est bien spécifiée aussi, c'est que tout ce qui est embarqué n'a pas de bonus, ne peut pas bénéficier de stratagème, ne peut même pas avoir la relance de commandement, notamment au tir. Ouais. On ne peut pas lui mettre un plus 1 pour toucher, un truc comme ça. Rien du tout. Et en plus de ça, il ne peut, si, et là c'est spécifié aussi, si le véhicule a bougé, si, enfin on y reviendra un petit peu plus tard, mais il y a tout un paragraphe qui parle des transports et c'est vraiment très bien parce que ça clarifie tout. On y revient tout de suite. Pour l'instant, on va passer dans l'ordre pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Une petite précision intéressante qui nous est donnée dans le pack de mission de croisade, quand est-ce qu'on déclare ses réserves, ainsi de suite. Je pense que c'est la même chose pour le jeu égal, même si ce n'est pas forcément spécifié. Il est bien marqué qu'une unité qui n'est pas arrivée de ses frappes en profondeur ou de ses réserves à partir du 3e tour est détruite. Sauf si elle s'est envolée, par exemple comme des aigles chasseurs, ou qu'elle est sortie de la table au courant des tours précédents. Passons maintenant à une grosse précision sur la contre-offensive. Une unité doit être éligible pour pouvoir bénéficier de ce stratagème qui vaut, je vous le rappelle, 2 PC. Et si cette unité a été frappée par le coup d'une frappe en dernier, par un stratagème, un sort, un judicard, elle n'est pas éligible. Donc on ne peut pas contrer un effet d'un judicard par le stratagème contre-offensive. C'est plutôt intéressant comme précision. Une autre précision sur les actions. Une action est un échec si l'unité est déplacée. Pas une figurine. C'est-à-dire que bon, si tu soignes avec un apothicaire, par exemple, c'est valable. Si un écon fait remonte des figurines, c'est valable. En revanche, si une figurine, une unité est déplacée par un voile des ténèbres, je ne sais quoi, là, ça ne marche pas. L'action est un échec. C'est ça. Une petite précision sur les jets de touches multiples, comme pour les Copta ou les choses comme ça. Donc on a un jet d'attaque qui fait D3 touches. Et donc c'est considéré comme des attaques différentes, mais elles doivent être sur la même cible. Donc ça c'est une petite précision. Il est précisé aussi que les unités avec vol peuvent attaquer les unités aérodines, et donc peuvent les engager. Et se mettre dans le... Donc ça c'est intéressant. Il y a aussi des précisions sur le fait que les aérodines, quand elles sortent de la table, peuvent quand même faire des actions de fin de mouvement. Ouais. Exemple, les bombardements. C'est ça. Il y a une précision aussi sur les unités qui arrivent en renfort à 9 pas ou à 12 pas si c'est contre du Phobos.
c'est effectif, c'est-à-dire que le 12 pas prend le dessus sur la règle des 9 pas. En revanche, ce n'est pas efficient dans la zone de déploiement, c'est-à-dire que quand on peut se mettre à moins d'un pas de sa zone, et dans ce cas-là, on peut se mettre à 2 pas des figurines adverses, c'est pas un souci. On va revenir aussi sur les règles des figurines embarquées, et là, il y a de quoi faire, et c'est pas plus mal, ça règle le problème. Donc, par exemple, pas de stratagème, donc même la relance de commandement sur les figurines embarquées. Très important. Deuxièmement, les distances sont mesurées de la coque. Ça, ça a toujours été le cas, mais c'est un contre-nerf. Les règles de mouvement s'appliquent. Donc, une figurine qui est dans un transport qui a advance, si elle a une arme lourde, ne peut pas tirer. Si elle a une figurine pistolet qui ne passe pas assaut, je pense aux arlequins par exemple, elle ne peut pas tirer non plus. Même véhicule découvert. Ça, c'est très important. On ne peut pas tirer après s'être désengagé. On ne peut pas tirer quand on est engagé. Sauf règle spéciale. Par exemple, les orques doivent avoir cette règle-là quand ils sont dans les trocs, il me semble. Finalement, c'est comme si c'était une seule et même figurine. C'est vrai. Mis à part qu'elle ne bénéficie pas de bonus extérieurs. Ouais, quand même. C'est notable. Hein, c'est très notable, oui, mais c'est... Pas de relance de commandement, tu tires avec des pistolets à fusion, tu as 5 tirs, tu peux pas relancer. 5 tirs, tu viens d'advance, tu fais 5 tirs, c'est fort. Alors là je n'en peux plus. Alors, pas d'aura ou de boost aussi donné par des figurines, soit extérieures, soit intérieures, c'est-à-dire même si elle est dans le véhicule découvert. Donc ça, c'est bien spécifié. Et aussi, les figurines qui ont embarqué pendant le tour, ou même le tour adverse, le tour d'avant, si il y avait un psy ou quoi que ce soit, ils perdent leur bonus. D'accord. Donc ça, c'est aussi important. Donc c'est pas comme une figurine qui est téléportée, qui garde le bonus qu'elle avait pu gagner. C'est ça c'est clair. Là, elle le perd. Là, on prend un exemple, on met guide sur une unité, là encore d'Arlequin, on les fait monter dans un transport, on fait bouger le transport, guide visiblement est perdu. Voilà. Par contre, ça garde les aptitudes de détachement. Par exemple, relance D1 pour des Cadiens qui seraient embarqués, alors il n'y a pas de véhicule découvert, je ne crois pas qu'il y en ait en tout cas dans la garde impériale, mais les Cadiens, par exemple, ils ont toujours la relance D1 s'ils sont embarqués. Ouais. Oui, donc ouais, ok. Ça c'est important. Et puis, là encore, un nerf, le malus donné au transport s'applique aux figurines embarquées. C'est-à-dire qu'aucun bonus, voilà. Mais par contre les malus qui sont donnés au transport, par exemple, je mets un -1 pour toucher au véhicule en question, et bien les figurines qui sont dedans ont aussi -1 pour toucher. Donc on n'a aucun bonus, que des malus, si ce n'est en bonus le bonus de détachement, quoi. Ouais, c'est bon. Au moins c'est clair, mais c'est assez violent quand même. Ah bah on va... Déjà qu'on ne sortait pas, mais plus personne va sortir le Landspeeder Storm. Non mais je pense surtout aux Arlequins qui quand ils étaient embarqués, avec les facultés de débarquer et embarquer dans le même tour et ainsi de suite. Ouais. Voilà, ça va être un petit nerf. Quoi. Ça va être un petit nerf qui peut s'avérer important dans les manières de jouer Arlequin. Ouais, complètement. Ensuite, on continue et on finit sur le livre de base avec toujours une précision sur les figurines en transport. Une figurine, un véhicule qui a bougé et qui, par le truchement d'une règle type ultramarine, est considéré comme n'ayant pas bougé au regard des règles de tir, par exemple, aura bougé au regard des règles de débarquement. C'est-à-dire que dès l'instant où une figurine aura bougé, elle aura, même si elle a une règle spéciale qui considère qu'elle n'a pas bougé, elle aura bougé quand même. Et donc, on ne pourra pas débarquer. Donc ça, c'est important. On passe maintenant à la deuxième phase de cette review et on va aller sur un truc très important, c'est le pack de mission Grand Tournament 2020, Chapter Appro en gros, qui a été faqué assez lourdement. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Déjà, déterminer le premier tour, ça a déjà changé. Ça a changé, donc maintenant le premier tour sera déterminé par sera toujours déterminé par le jet de dés, mais c'est le gagnant du jet de dés qui prend le premier tour, il n'aura pas le choix. D'accord. Voilà. Donc, ça va changer des choses pour certains scénarios, pour certains joueurs qui préfèrent des fois avoir le deuxième tour. Donc là, celui qui gagne le jet de dés commence. D'accord. Pas de choix, moins de stratégie à ce niveau-là, mais du coup plus de stratégie en amont, puisqu'on n'aura pas le choix du coup.
On peut peut-être passer tout de suite à son pendant, qui est important, c'est-à-dire que le début de la partie est impacté, mais la fin de la partie aussi, C'est ça. très important. Donc, pour les objectifs primaires, on a un petit ajout, c'est-à-dire qu'au 5e round de bataille, le joueur qui a le 2e tour ne marquera pas ses points d'objectif primaire au début de la phase de commandement, mais à la fin du tour. D'accord. Voilà. Donc à la fin de la partie, là, il marque ses objectifs primaires. C'est-à-dire que s'il a encore des figurines sur la table, il a la possibilité d'aller chercher ses points. En gros, là, ça rééquilibre complètement parce que ça veut dire que sur le dernier tour, celui qui joue en second va pouvoir bouger, tirer, se déplacer, prendre des objectifs, et ainsi de suite. Et on le verra dans les prochains rapports de bataille sur la chaîne, mais ça a vraiment un impact. C'est-à-dire ce dernier tour, alors qu'il était souvent peu décisif, là, il va le devenir, vraiment. Ouais, parce qu'en général, le dernier tour, le deuxième joueur, il pouvait aller chercher que ses objectifs secondaires. Ouais. Et encore, s'il lui restait des figurines sur la table, là, s'il lui reste des figurines sur la table, il peut aussi compter sur les objectifs primaires, donc potentiellement, peut-être 15 points supplémentaires. Ouais, c'est vraiment un gros changement qui est un équilibrage intéressant. On passe tout de suite à Combattons tant que nous tenons, qui lui aussi a un rapport avec la fin de partie. Donc, il y a un changement à ce niveau-là. Donc, ce qui est notable, c'est que ce n'est plus figurine, mais unité. C'est-à-dire par là que on va calculer l'unité qui coûte le plus et non plus la figurine qui coûte le plus dans les 3 qu'on va choisir pour avoir cet objectif secondaire. Je vous rappelle, on choisit 3 unités, normalement les plus chères, 3 figurines, normalement les plus chères de son armée, et puis bon, si elles sont encore vivantes à la fin de la partie, on gagne 15 points. C'est assez facile à faire, hein, globalement, avec certaines figurines Space Marine, en Ultramarine notamment. Voilà, Ultramarine, il y a des armées qui sont très tanky, donc on arrive assez facilement à les protéger. Là, ce sera unité. Ouais. Donc, si on prend l'exemple d'une unité de Nécron, par exemple 20 Nécrons, c'est forcément plus cher qu'un tétrarque. Et dans ce cas-là, l'exposer et réussir à la garder en vie jusqu'à la fin de la partie n'est pas si évident que ça. Donc, ça, c'est le premier point. C'est bien l'unité et non plus la figurine. Deuxième point, si l'unité est scindée en deux, par exemple une unité de Space Marine, exactement. Une unité de 10 qui serait scindée en 2 unités de 5, il faut tuer l'intégralité des 2 unités scindées. C'est ça. Et là, c'est pour le coup, ça devient tricky parce qu'on prend une unité de 10, on la sépare en 2, on en met vaille devant à l'attaque, et puis ceux de derrière, par contre, ils peuvent tenir à 2 plus dans une ruine, et donc là, ça peut devenir. Ce qui rééquilibre un peu le premier point qu'on vient de dire. C'est-à-dire que si on a des unités qui sont scindables, eh ben là, cet objectif-là peut devenir éventuellement intéressant. Ouais, ça fait une belle surprise tactique. Ensuite, nous allons passer à Abattez-le. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, le décompte des points pour Abattez-le a changé. Avant, c'était 2 points pour les figurines qui avaient 10 PV ou moins, et 3 points pour les figurines qui avaient 11 PV ou plus. Maintenant, c'est pour les figurines qui ont 10 PV ou moins, c'est 1 point. Ensuite, on a une deuxième catégorie de 11 à 19 PV, c'est 2 points. Et la dernière catégorie, c'est plus de 20 PV, enfin 20 PV au plus, c'est 3 points. D'accord. Donc ça va éviter de perdre trop de points quand on a des petits véhicules qui ont 5-6 points de vie. C'est les sentinelles, les choses comme ça. Un objectif qui est assez facile à marquer contre effectivement des armées qui ont des véhicules qui ont toutes moins de 10 points de vie. Maintenant, il sera un peu moins facile à faire et moins intéressant. D'accord. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que tu as noté ? Abhorrer le sorcier. Abhorrer le sorcier qui a été aussi diminué. Avant, c'était 5 points par perso psycheur qu'on détruisait et 3 points par unité non personnage mais psycheur qu'on détruisait. On pense au Grey Knight ou au Thousand Suns. Maintenant, c'est 3 et 2 points. Alors, c'est-à-dire 3 points pour un personnage. Oui, et 2 points pour une unité non personnage. D'accord. Ah, ça reste quand même assez fort. Hein. Ça reste fort, mais on ne capte pas aussi vite qu'avant. D'accord. On va maintenant faire une review codex par codex, assez rapide. On va commencer par les tyrannides. Rien de notable. Leto, quelques précisions sur le Koyon. C'est en gros que seulement une figurine peut déclencher le Koyon sur des unités à 6 pas. Enfin voilà. On va faire tout de suite dans ce qui nous est paru important, les Space Marines. Donc précision sur les doctrines de combat et les bonus divers. Je vous laisserai lire, c'est pas très compliqué, mais c'est juste une petite précision. Oui,
précision qui était déjà implicite en fait. Ouais, tout à fait. Précision sur les apothicaires et animation de terrain, c'est-à-dire qu'un apothicaire ne peut réanimer qu'une seule unité. Enfin, voilà. Un seul apothicaire ne peut réanimer voilà qu'une ça, seule un seul apothicaire ne peut réanimer qu'une seule unité. Voilà. Les éradicators, et là je vais te lancer, petit changement en points. Donc petit changement en points pour 3 unités Space Marine. On a les éradicators qui passent de 40 à 45 points par modèle. Normal, ils sont très très forts. Les Outriders passent de 45 à 50 points par modèle. C'est aussi pour moi un changement normal parce que c'est quand même très très fort comme unité, surtout si on commence à en mettre 5 ou 6. Ouais, c'est fort. Voilà. Et les Inceptors qui passent de 40 points à 45 points. Voilà. Bon, je suis pas content. Mais c'est du gravis, c'est fort. Non, mais c'est vrai qu'avec les stratagèmes, les choses comme ça, là, c'était devenu un petit peu trop fort. Donc, moi, je trouve que pour moi, le mieux, c'est quand même les Outriders qui passent de 45 à 50 points. Ça va faire 15 points supplémentaires pour 3. Mais le truc, c'est que quand on commence à les... À 3, bon, c'est une unité comme une autre. Mais quand on commence à les spammer, c'est très fort. Dans une autre faction, les Necrons, on peut noter que le rôdeur du Triarcat gagne blindage quantique, ce qui était sans doute un oubli, mais il le gagne, ça c'est plutôt bon. Et puis, 2 changements en points. On a donc le Ctan Shard Nightbringer qui passe de 350 à 370 points pièce, qui est bien parce que c'est quand même très fort. Oui, c'est un petit 20 points, c'est quand même pas rien. Et 370 points, ça commence à être cher. Ça commence à être cher. Ouais. Mais bon, ça il les vaut, hein, franchement, il les vaut. Et ce qui est bien, c'est que le réanimateur Canoptech, qui était vraiment jugé pas ouf, eh ben, il passe quand même de 110 à 80 points. Ouais, il perd 30 points. Ouais, et là, c'est quand même gros changement parce que du coup, il peut devenir intéressant. Il peut être intéressant sur table, oui, effectivement. Okay, 110 points, c'est vraiment trop cher. On va passer maintenant aux Arlequins. On pensait qu'il y aurait peut-être plus de nerfs que ça, mais là, il y a que dalle ou pas grand-chose. Simplement, acteur crépusculaire ne rentre plus dans les limites de restriction des PC par round. C'est-à-dire que quand on gagne des PC grâce à acteur crépusculaire, il ne rentre pas dans la limite de un PC par round regagné. Donc ça, c'est quand même pas rien. Après, tu parlais de nerfs et... Rien qu'avec les précisions d'embarquement et de débarquement et d'unités embarquées, ils ont déjà eu quelque part un petit nerf. Oui, c'est clair. Et pour finir, on va parler du Cult Genestealer avec des précisions sur embuscade parfaite. Bon, voilà, vous le direz, c'est à la marge, mais c'est intéressant de voir cette précision-là. Ça pouvait créer quelques petits soucis. Voilà, on arrive à la fin de cette petite review sur la fac de ce début d'année 2021, du 7 janvier, qui est sorti donc le 7 janvier. Je vous rappelle qu'elle est sur Warhammer Community. Le lien est dans la description. On a essayé d'être le plus didactique possible pour que vous ne soyez pas obligé de vous taper tout le pavé. À noter qu'elles sont en français. À noter qu'elles sont en français et qu'elles sont sorties en français le même jour. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça fait plaisir. Merci Games Workshop. Et puis bon, bah voilà, on va voir si ça rééquilibre certaines choses. C'est pas mal, surtout pour ce qui est des scénarios. Je pense que là, c'était des petits points importants. Premier tour, savoir qui est le premier tour, ça devient automatique. C'est-à-dire celui qui jette le dé, il a gagné, il est obligé de jouer en premier. Donc moins de latitude tactique. Et aussi, surtout, celui qui joue en dernier, donc, là, il a un avantage certain. Bah, il contrebalance le fait de ne pas pouvoir jouer en premier si jamais il a une armée qui doit jouer en premier. Après, au niveau de cette fac, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est cette histoire des 9 pas sur les figurines qui sont dans les bâtiments. On retourne un peu dans ce qui s'était passé dans la V7 et la V8, donc ça m'embête un peu, mais bon, on verra comment c'est joué et si c'est retraduit après. Personnellement, je trouve que c'est pas plus mal déjà parce que au moins c'est précis. On s'est précisé. C'est tellement précis qu'ils se sont trompés sur... Non mais au moins c'est précisé, dans la V8 c'était pas précisé. Là c'est précisé. Pour moi je pense que c'est une bonne chose parce que finalement ça permet de redonner un petit peu d'intérêt aux unités qui en volent. Par rapport à ce qu'ils avaient perdu, le fait de pouvoir se tirer désengagés. Là ils ont un regain d'intérêt, ils vont avoir une charge un peu plus courte à faire. Voilà. Oui, mais les unités qui n'ont pas vol non plus. Oui, mais si tu es à plus de 5 pas de hauteur... Voilà. À voir comment c'est joué et comment c'est appliqué. Voilà, cette vidéo de review est maintenant terminée. Nous espérons qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne
et à partager auprès de vos amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur 40K Wargamer TV. Et en attendant, n'oubliez pas, sans maîtrise, La chagate n'est rien.